Donc ça, c'est la première rencontre du comité régional en alimentation scolaire à Montréal. Plusieurs personnes ont participé dans nos activités avec le Collectif Québec ou le Chantier PASSUC. C'est d'où vient cette idée d'un comité régional. Donc aujourd'hui, c'est pour définir ce qu'on va faire ensemble dans l'année prochaine. On veut que ce espace ou cette communauté de pratique soit très pratique, puis utile pour tout le monde aussi. C'est un groupe informel. On ne va pas nécessairement prendre des grandes décisions ensemble, mais c'est plutôt une place pour partager des choses pratiques, comme des meilleures pratiques ou des nouvelles pourraient être utiles pour les autres. Donc, pour aujourd'hui, je pense commencer avec un objectif du comité, aussi un retour sur le pré-événement qu'on a tenu à Montréal en octobre 2023, faire une proposition de fonctionnement des rencontres, parler des projets potentiels pour cette année, choisir les sujets pour les prochaines rencontres. Et ensuite, Dani et Lucie vont parler des autres nouvelles de leur côté de Collectif de Québec et d'autres choses aussi, un projet d'écolation. Donc, je vais parler pendant un petit bout, puis après, je vais vous inviter de participer dans les conversations aussi. Donc, l'objectif du comité régional, c'est de favoriser la cohérence et la complémentarité des actions, d'encourager le partage des meilleures pratiques et d'éviter des efforts doublés. C'est bel et bien de dire ces choses sur un écran en diapositive, mais c'est vraiment ce qu'on souhaite faire. On sait que tout le monde est hyper occupé, puis avec les grèves qu'on vient de passer à travers, le temps est encore plus précieux. Donc, on essaie vraiment de faire un espace où les personnes de milieu communautaire, milieu institutionnel, de plusieurs commissions scolaires et centres de services scolaires pourront parler. Donc, si, mettons, ils ont des nouvelles ou ont trouvé quelque chose ou une question même de proposer, par exemple, pour résoudre une problématique en approvisionnement, c'est une place pour parler avec vos pairs, en fait. Donc, ça, c'est notre espoir pour le comité régional. Pour faire le retour de notre travail, on a lancé ce comité en octobre 2024 lors d'un pré-événement pour le Forum de chantier PASUC. Donc, c'est un nom très long. C'est la première conférence qu'on a tenue dans la ville de Québec, en fait, en novembre. Mais avant ça, chaque région à travers la province de Québec a tenu des pré-événements qui sont des plus petits événements régionaux. Donc, à Montréal, on a eu un événement à UQAM. On a eu environ une quarantaine de participants. Puis, à travers plusieurs ateliers, l'idée, par exemple, à Dani et d'autres personnes ici qui sont présentes avec nous, je pense que la plupart d'entre vous étaient là, ils ont donné des suggestions générales. Par exemple, comment définir le rôle et le mandat du comité régional, l'importance de partager les meilleures pratiques et l'importance d'éviter les efforts doublés. Ils ont aussi parlé des membres du comité, donc qui devraient être autour de la table ici. Vous allez voir que quelques personnes viennent de... Pardon, ce que je voulais dire, c'est que vous venez un peu de partout. La participation dans ce comité n'est pas exactement stricte. On veut que les personnes puissent participer à chaque rencontre selon le sujet défini à l'avance. Donc, les participants, lors de cette journée en octobre passé, ils ont parlé de l'importance d'avoir une bonne représentativité du milieu d'alimentation scolaire, incluant les centres de services scolaires en anglais et français, les organismes communautaires pertinents, les membres du milieu de recherche et des parents par consultation. Ils ont aussi parlé de fonctionnement et donné des idées pour des dossiers prioritaires qu'on va explorer un peu plus tard. En ce moment, il y a à peu près 21 membres. Je dis à peu près parce que c'est un nombre qui va changer. Puis depuis quelques jours, j'ai reçu d'autres suggestions déjà des autres personnes qui sont peut-être intéressées. Donc, autour du table, ici, je n'ai pas vérifié si tout le monde est présent, mais nous avons quatre personnes du milieu scolaire, de quatre milieux scolaires, le Centre de services Marguerite-Bourgeois, CSS de Montréal, Commission scolaire English Montreal, Lester B. Pearson, aussi des partenaires institutionnels, par exemple la Ville de Montréal, des RSP, des acteurs qui travaillent à travers la province, comme le Collectif Québec, le Club des petits déjeuners, Cantine pour tous, Table des chefs, aussi le Coalition montréalaise des tables de quartier, Regroupement Partage aussi, ainsi que des organismes communautaires plus locaux comme le Dépôt NDG, d'autres groupes comme le 5 Épices, Association québécoise de la garde scolaire, Équitable Cultivé Montréal, CIBIM et Association québécoise de distribution de fruits et légumes aussi. En plus de ça, nous bénéficions aussi de l'expertise des personnes comme Geneviève Mercine et Jean-Claude Nouvera, qui sont des chercheurs à ce sujet.
Donc, si jamais vous pensez à quelqu'un qui pourrait bénéficier d'être autour de la table ou pourront avoir quelque chose à partager, n'hésitez pas de me le faire savoir. Je vais l'inviter dans l'avenir. Donc, le fonctionnement proposé, selon les suggestions de l'atelier qu'on a tenu en octobre et en parlant avec vous, c'est de tenir 3, 4 rencontres pendant l'année scolaire de septembre à mai. Les sujets seront définis à l'avance. Comme ça, vous pouvez choisir votre participation selon les sujets. Par exemple, peut-être on peut avoir une rencontre dédiée au programme de littératie alimentaire. Vous pouvez participer selon votre intérêt et les matières que vous pouvez contribuer aussi. On veut que les rencontres soient pratiques et concis. Puis on propose une formule de partage individuel et une deuxième partie de réflexion ensemble. Par ça, je veux dire qu'il va y avoir une place pour partager de chaque organisme ou chaque représentante ou un représentant des nouvelles qui pourront être intéressantes pour toutes les autres personnes qui sont présentes. Ensuite, une deuxième partie où on réfléchit ensemble, on travaille ensemble sur le sujet qui est défini à l'avance. Donc, c'est une formule de partage et réflexion. Et il y a aussi une possibilité d'une rencontre en personne euh, plus tard dans l'année. Je veux pour vous comme donner une idée de ce qu'on peut faire ensemble. Je vais parler de quelques projets potentiels pour l'année. Par exemple, au Conseil SAM, nous avons un fonds de recherche en a mis à côté. C'est 10 000 dans le cadre du politique gouvernemental de prévention en santé ou le PGPS. Nous avons une date limite de avril 2025. Ensuite, faire un portrait d'alimentation scolaire. Anne-Marie aurait plus de détails vers ça, mais je vais ouvrir la discussion tantôt pour avoir de vos idées pour comment utiliser ces fonds de recherche. On veut aussi mieux comprendre les défis et priorités de chaque centre de service scolaire ou commission scolaire. Donc, on veut identifier les trous des services alimentaires ou de la littératie alimentaire et d'autres aspects pour savoir comment pousser encore plus loin dans l'universalité. Donc, plusieurs personnes ont mentionné quelque chose qui s'appelle le chantier PASUC. Je pense que probablement tout le monde est au courant, mais c'est un chantier ou un regroupement de personnes qui veulent travailler vers un programme de saine alimentation scolaire universitaire à travers le Québec. Il y a un vrai momentum vers ça. Ça, c'est pour toutes les provinces. Puis il y a aussi un mouvement de ça à travers le pays et même à travers le monde. Mais ici, on veut comprendre pour avancer plus dans l'universalité, donc un meilleur couvrage des services pour tous les élèves à Montréal. Comment est-ce qu'on peut identifier les trous de service? Donc, on peut faire ça, par exemple, à travers un sondage qu'on distribue à travers les membres qui participent dans ce groupe. Mais quelque chose que le DRSP a mentionné qu'il faut garder en tête de ne pas doubler le sondage du système d'information scolaire. Pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler, c'est un projet de l'Université Sherbrooke, puis Mireille, je vais comme faire un résumé de ce qu'on a discuté un peu. C'est Mireille qui l'a apporté à notre attention. Mais c'est un sondage, donc l'Université de Sherbrooke, puis je pense que c'est un partenariat avec d'autres universités aussi. C'est un questionnaire envoyé par école, complété par du personnel scolaire d'une manière confidentielle, puis il y a 3 questionnaires ensemble. Le premier par des renseignements généraux, donc une présence-absence de STG ou services alimentaires ou machines distributrices ou les proportions des enfants qui sortent pour manger. Il y a le questionnaire numéro 2 qui parle du contexte du repas au primaire, donc des allergies, offre à faible valeur nutritive, les lieux de repas, donc tout le contexte. Puis le troisième parle de l'offre alimentaire au dîner spécifiquement, le type de repas, les menus, le mode de cuisine, etc. Donc ça, c'est le sondage système d'information scolaire qui existe déjà, qui est mené par une équipe universitaire, qui est envoyé à toutes les écoles. Mais je comprends qu'il y a quelques défis à le remplir aussi. Donc après, je vais vous inviter à partager votre avis dessus. Donc, juste pour retourner, il y a 2 projets potentiels, peut-être en lien ensemble. Nous avons un fonds de recherche au sein du Conseil SAM de 10 000 pour faire un portrait d'alimentation scolaire. En même temps, il y a un désir pour mieux comprendre les défis et priorités de chaque centre de service scolaire pour travailler plus loin dans l'universalité, sans dédoubler, bien sûr, le système d'information scolaire. OK, donc voici quelques sujets possibles qu'on peut considérer pour notre discussion dans l'avenir ou les rencontres dans l'avenir. Ça, c'est des sujets qui ont été identifiés par la quarantaine de participants dans notre pré-événement en octobre passé. Donc, le premier, c'est l'approvisionnement local et durable. On peut parler aussi des financements
alimentation en saison estivale, activités parascolaires, insécurité alimentaire, les programmes de littératie alimentaire, environnement autour des repas et d'autres idées encore. Donc, je vais prendre une pause ici pour l'ouvrir la discussion, en fait. D'accord. Donc, je vais essayer de voir si je peux toujours copier-coller ces sujets dans le clavardage, comme ça, vous pouvez voir. Et, pardon, je vois aussi avec un problème technique. Je pense que c'est résolu. Merci à tout le monde. OK. Donc, j'aimerais savoir, entendre de vous maintenant. Quelles sont vos premières réactions sur les projets qu'on peut faire ensemble, le déroulement de ce comité et des sujets qu'on peut explorer ensemble? Par exemple, est-ce qu'on peut commencer avec quelque chose, est-ce que approvisionnement local et durable pourrait être un sujet de focus pour une de nos rencontres? Ou peut-être on veut parler plutôt des choses le plus urgent pour la première rencontre dans 1 ou 2 mois. Bon, Euh, Ah, pardon. non, c'est correct, j'ai levé la main, mais je ne sais pas comment on procède. Allez-y, je vais aller ensuite. OK. Moi, je lançais effectivement le bal avec comment tout ce qui est environnement et comment approvisionnement durable et local. Je pense qu'on a suffisamment autour de Montréal de quoi en fait alimenter tout ça. Mais je vous laisse aussi comment lancer vos idées et puis essayer de voir si on peut trouver tous ensemble des solutions. Merci. Oui, vas-y, Jean-Claude. Euh, Dans les sujets que tu as montrés, il y a un sujet qui est absent, mais qui est peut-être sous-jacent. C'est la qualité de l'alimentation et de façon large, la prévention des maladies chroniques. Donc, quand on parle d'approvisionnement local et durable, je m'attends à ce que les aliments locaux soient aussi des aliments sains. Quand on pense à l'insécurité alimentaire, je m'attends à ce que les aliments qu'on offre soient également des aliments sains. Donc, la question de la qualité de l'alimentation, pour moi, je ne la vois pas. Elle est peut-être sous-jacente, mais je pense que c'est essentiel aujourd'hui que peu importe ce qu'on fait, que ce soit l'approvisionnement local ou l'insécurité alimentaire, il faut qu'on pense à la qualité de l'alimentation. Puis ça, on n'en parle pas au Québec, on en parle très peu et c'est un problème qui est très important et qui commence dès la tendre enfance. Donc, ça, c'est mon point que je voulais amener. Très bon point, je pense que ça a résonné avec Lucie aussi. D'autres réactions vers les sujets? Vous pouvez aussi voir comme avec tout le monde autour de table, tu sais, on est habitué au Zoom. Souvent, je trouve que quand je suis dans une rencontre, je n'ai pas la chance de parler sur les choses que je veux parler. Donc, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez apporter à vos pairs aussi? Anne-Marie? Tu sais, quand on s'était rencontrés en prévision de cette première rencontre, on avait discuté peut-être, puis je sais pas où qu'on en est, mais tu sais, du partage un peu ou des questions, qu'est-ce que le milieu extérieur aux écoles s'attend, puis qu'est-ce que le milieu scolaire s'attend de cette réunion-là. Tu sais, nous, on a déjà des rencontres entre les nutritionnistes qui travaillent en centre de service, fait qu'on on partage déjà nos pratiques, qu'est-ce qui s'en vient dans vraiment le niveau de terrain, tout ça. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des réalités très, très différentes là, au niveau de chaque centre de service. Donc, il y a peut-être des aspects qui sont plus difficiles à voir comme un tout, mais tu sais, il y avait ça aussi dans l'objectif de voir quelle est la complémentarité attendue pour pas qu'il y ait des attentes puis des deux bords, puis finalement, on fait juste discuter, puis il y a pas de vrais liens qui sont créés. Ouais. Fait que, tu sais, on avait discuté de c'est quoi là, les enjeux en ce moment, c'est quoi les priorités. euh, En ce moment, concrètement, à court terme, d'aller questionner des directions, c'est vraiment pas le moment, mais nous qui sommes là, on peut déjà faire tu sais,
on peut déjà donner des réponses sur, à notre avis, c'est quoi qui est difficile en ce moment au niveau de l'alimentation scolaire. Puis de pas, tu sais, c'est ça, parce qu'il y a des constats qui sont faits provincial ou général, mais nous, on est là. Puis on a déjà peut-être des avis ou des discussions à mettre en place par rapport à ça. Oui, très bon point. Effectivement, il y a déjà des rencontres de nutritionnistes, donc comment on peut être en complémentarité de ça. C'est quelque chose qui se vient en tête parce que je ne suis pas nutritionniste. Je vous invite à l'ajouter ici aussi, vu que c'est une nouvelle instance ici aussi. Donc, on est vraiment flexible sur le fonctionnement, puis comment on peut travailler en complémentarité. Donc, peut-être je vais... oui, Marie de Tarly? Oui, moi j'avais plusieurs réflexions concernant l'approvisionnement, c'est ça, c'était l'alimentation durable et locale. Je trouve qu'il y a déjà beaucoup de réflexions qui se fait au sein du Commun Assiette. Donc, je ne sais pas si on doit se saisir de cette problématique alors que le travail était déjà effectué et bien avancé, et puis il y a beaucoup de solutions qui sont déjà développées par cette communauté de pratique. Et puis, moi, j'avais plus des questionnements. Est-ce qu'il y a vraiment des enjeux, enfin, de mon point de vue, quand je parle de la distribution des fruits et légumes, des enjeux d'approvisionnement sur l'ensemble du territoire montréalais pour les écoles? Est-ce qu'il y a des enjeux d'efficacité, de chaîne d'approvisionnement et de conservation des fruits et légumes, justement parce que pour rejoindre la thématique que disait Jean-Claude, je pense que ça fait partie de la qualité de l'alimentation, d'avoir des bons fruits et légumes. Je suis désolée, je parle avec ma casquette industrie des fruits et légumes, mais je pense que comme ça doit faire partie de la moitié de l'assiette de ces enfants-là qui vont être nourris, euh, j'aimerais relever, voir tous les enjeux qu'il y a là-dessus sur cette question de distribution et d'approvisionnement pour que nous, notre tradition, puisse vous aider là-dedans. Une fois qu'on aura révélé, reconnu ou repéré les enjeux que chaque établissement ou que chaque service scolaire rencontre là-dedans. C'est une très bonne question. Je me demande, Lucie, je te vois, mais avant ça, je voulais savoir, Maud, je ne sais pas si tu serais placée de pas parler un peu de Commune Assiette. Je sais que c'est pas ton dossier nécessairement, peut-être. Oui, non, je travaille pas directement sur Commune Assiette. Ce sera vraiment, moi, je suis vraiment plus en éducation alimentaire. Je connais moins ce que fait Commune Assiette, même si évidemment, je sais à peu près ce qu'ils font. Mais c'est une très bonne question. En effet, il faudrait faire attention, en tout cas, de ne pas dédoubler avec ce qui se fait déjà dans Commune Assiette. Moi, je suis ici aujourd'hui pour voir justement qu'est-ce qui est prévu de faire. Peut-être que ça pourrait être intéressant que ce soit quelqu'un de Commune Assiette qui soit sur ce comité-là plutôt que moi. Ça permettrait justement de trouver peut-être que ça se fasse complète là, puis que ça se dédouble pas. Mais je prends en note ça, puis je vais en parler à l'équipe de Lynn Royer là, qui s'occupe vraiment de Commune Assiette. D'accord, merci, Maud. Lucie? Pardon, on t'entend pas? Il n'y a pas de problème. Excusez. Erreur de débutant. Je voulais faire du pouce un petit peu sur ce que Marie disait en lien avec la distribution des fruits et légumes. Je pense que c'est intéressant de prendre ça sous l'angle, non pas nécessairement de l'approvisionnement local durable, mais plus sous l'angle de la distribution dans les écoles, dans le sens où c'est quoi le besoin qui a besoin d'être... Comment on cible le besoin des écoles pour mieux les approvisionner en termes de fruits et légumes et possiblement d'autres aliments nutritifs, là. Mais je pense que la question des fruits et légumes frais, elle est quand même
au niveau des collations aussi, là, on veut en offrir davantage au niveau des collations. Je vous en parlerai tout à l'heure du projet collations, justement, mais je pense que c'est une volonté d'améliorer les collations au niveau des écoles. C'est un petit peu plus, c'est quoi le besoin des écoles, partir davantage de ça pour après y aller avec, bon, ben, on met quoi en place comme solution pour que, qui peut collaborer à ça et quel genre de portrait on peut faire pour que ça puisse se passer mieux dans les écoles, cette distribution-là. Fait que c'est ça, c'est un petit peu, peut-être juste changer l'angle un peu. Voilà. Ouais, très bon point. Je le note. Annie? Bon, désolée, j'ai eu de la misère avec mon, mon micro. Je rejoins un petit peu, Lucie, dans tes propos. Tu sais, des fois aussi, il y a beaucoup d'enjeux dans les écoles de ressources humaines. Tu sais, les écoles, ils ont toujours des bonnes volontés d'avoir plus de fruits, de légumes à leur collation, sauf que ça prend des bras pour des fois laver les fruits, les couper, avoir des locaux, avoir des espaces qui sont aussi propres à l'hygiène pour tout ça. Fait que je pense que le comment cibler les besoins puis comment y répondre par la suite, je pense que la volonté est là. C'est vraiment le comment puis qui est plus difficile. Fait que je vais juste rajouter mon point de vue des écoles. Ouais, c'est un très bon point. Puis, quelqu'un d'autre a eu le mal lavé aussi, mais je ne sais pas c'est qui. Je vous invite à commencer à parler. C'est Juliana. Je vais juste ajouter parce qu'il y a plusieurs sujets que vous avez mis sur le petit tableau Zoom ici. Mais moi aussi, je voulais juste mentionner aussi l'éducation et nutrition en classe. Parce que c'est qu'on peut donner des fruits à l'école. Ça, c'est déjà un défi, comme mes collègues m'avaient déjà mentionné. Mais aussi à la maison. Parce que comment est-ce qu'ils vont apprendre les besoins ou pourquoi il faut manger les légumes, les fruits et légumes, tout ça. Je pense qu'il manque un peu d'éducation en classe. Dans mon expérience de 20 ans que je suis à la Commission scolaire English Montreal, c'est varié de chaque école, d'un prof à l'autre. Alors, c'est pas vraiment mis en place. Alors, moi, je souhaiterais qu'aussi il pourrait y avoir un programme de nutrition en classe pendant la vie qui sont en primaire jusqu'à les écoles secondaires, parce qu'ils ne connaissent pas vraiment. Puis maintenant, avec les médias sociaux, toutes les formations, c'est pas tout à fait des bonnes informations sur la nutrition, sur la santé. C'est quoi être en santé? C'est plutôt être mince. Puis le message n'est pas vraiment bon. Puis aussi, pour l'achat local et durable, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais sauf que notre enjeu, je pense que mes collègues pourraient vous dire la même chose, c'est au niveau des fournisseurs. Parce que si les fournisseurs, c'est pas disponible, nous autres, comme diététistes ou comme acheteurs, on n'a pas le choix d'acheter ce qu'ils nous offrent. Donc, pour moi, c'est très important que si c'est un programme provincial, c'est au niveau des acheteurs, c'est au niveau des fournisseurs de voir comment ils peuvent. Comme ça devient plus facile, euh, parce que des fois, des choses de Québec, c'est beaucoup plus cher. Puis on sait dans les écoles, on achète des choses que c'est pas très cher. Donc, mon 2 points, c'est éducation, nutrition dans les écoles. Il y en a, il y a d'autres choses, d'autres projets qui sont importants aussi, mais aussi les fournisseurs qui s'impliquent beaucoup d'avoir des choses qui viennent de Québec. Comme ça félicite notre choix d'achat. Ça, c'est mon point de vue. Merci. Ouais, c'est un très bon point du besoin d'avoir les fournisseurs pour l'achat local et durable aussi. Peut-être je vais ouvrir un sondage, comme ça on peut tous voter sur Zoom, mais vous soulevez de très bons points déjà. Donc, j'ai mis les sujets possibles dans un sondage sur Zoom qui devrait commencer là. Je vais voir si c'est possible. OK, donc ça vient de sauter, je pense. Je vous invite à sélectionner.
il y a un problème avec la question, c'est pas le bon design de question parce que tu peux sélectionner un. Donc, je vous invite à sélectionner une question, un sujet, puis à entrer les autres que vous aimeriez discuter dans l'avenir dans le clavardage. Est-ce qu'en attendant, je peux rajouter quelque chose? Oui, vas-y. Juste poursuivre, parce que je pense que c'est vraiment intéressant d'essayer de voir quelle est la perception du personnel dans les écoles et la perception des parents face à un programme d'alimentation scolaire. Parce que j'ai l'impression, puis ça c'est ma petite expérience, mais dans mon milieu, il y a beaucoup de résistance au sein de l'école pour changer, pour même discuter de l'alimentation. Souvent, c'est perçu comme étant quelque chose qui fait pas partie du mandat de l'école. Et peut-être qu'il y a des parents aussi qui ne sont pas d'accord avec le fait qu'on veuille euh, développer un programme d'alimentation scolaire et puis imposer une certaine nourriture à leurs enfants. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'appétit pour un programme alimentaire scolaire. Je me pose la question. Et est-ce que, moi, mon expérience me montre que dans certaines écoles, il y a pas d'intérêt ou c'est pas quelque chose qui est une priorité. Et je pense que ça va vraiment nous aider parce qu'on ne peut pas pousser un programme si on n'a pas l'appui des parents et des professeurs. Parce que, comme ça a été bien dit, on veut que ce qui se passe à la maison, ben, on le retrouve à l'école, puis qu'il y ait une cohérence. Et moi, je pousserais un peu plus loin et je rêverais de voir notre programme éducatif se baser sur l'alimentation plutôt que d'ajouter un volet alimentaire. Je pense qu'on peut faire des maths, du français, de l'histoire, on peut parler de respect de la culture via l'alimentation et ça, ce serait vraiment quelque chose de très utile. Donc, mais bon, je me demande quelle est la perception des parents, des professeurs. Moi, ça fait des années que j'essaie de changer ma petite école. J'ai aucun succès. Parce que j'ai de la résistance, puis les gens disent, mais non, venez pas nous dire quoi manger. Les gens ne comprennent pas quels sont les enjeux. Et par exemple, le fait que des élèves qui sont complètement délaissés, qui mangent mal et qui sont en train de développer des risques de maladies chroniques et on va seulement les récupérer lorsqu'ils vont être diabétiques. Puis ces enfants-là, ben, ils sont complètement oubliés. Donc, je m'interroge sur les perceptions. Puis si on veut changer le système, il faut qu'on comprenne les acteurs. Euh, voilà. Merci. Un très bon ouais, Jean-Claude. Mélanie? Oui, bonjour, Mélanie des Ateliers 5 Épices. Alors, nous, on offre un programme de littératie alimentaire pour les élèves en milieu scolaire primaire. Effectivement, parce que oui, nourrir les enfants, c'est bien, mais effectivement, les éduquer aussi, ça fait partie du gros programme. Et moi, je me questionne aussi sur, dans le fond, la nouvelle politique cadre qui va être révisée. Le virage santé à l'école, c'est sûr qu'il va y avoir davantage, mais pas davantage de place en milieu scolaire pour tout ce qui touche à l'alimentation, mais peut-être davantage de balises. Alors moi, je trouve qu'effectivement, ça pourrait être le comité ici, un beau groupe de rencontres pour justement voir de quelle manière on peut arrimer l'offre puis la demande. Nous, c'est sûr qu'actuellement, on est financé par la PGPS, dans le fond, pour déployer tout ce qui est le programme de formation à travers le Québec. Mais reste que, originalement, nous, les Ateliers 5 Épices, on offre des ateliers culinaires, le programme dans la grande région de Montréal. Alors, je trouve que c'est une bonne façon de faire le pont avec ce volet-là qui a peut-être été un peu délaissé dans le temps, mais qui est encore plus d'actualité là, dans un concept là, de PASUC. Oui, Anne-Marie, vas-y. Ben, j'ai mis dans le chat là, le référent équipe. Je pense que il faut pas non plus être utopique. Tu sais, c'est pas demain matin que tout le monde va se mettre de parler d'alimentation. Puis peut-être que c'est pas souhaitable parce qu'il y a tellement de sujets en sein des habitudes de vie, l'école ne peut pas tout faire. Donc, le référent équipe, anciennement École et milieu en santé, est venu quand même camper les compétences socio-émotionnelles à développer. Quand on développe ces compétences-là, le jeune est à même de prendre soin de lui,
d'éviter les drogues, de mieux dormir, de plus bouger, de mieux s'alimenter. Oui, en parallèle, il y a des compétences peut-être pratiques en alimentation qui sont développées. Fait que, tu sais, en tout cas, nous, à Marguerite Bourgeois, c'est l'orientation qui est prise d'aller vraiment avec ces compétences-là, de donner des outils aux élèves pour qu'ils puissent, après ça, faire des choix éclairés. Peu importe que ce soit au niveau de la santé mentale ou de la santé physique. Donc, d'avoir des rêves que tout le monde parle d'alimentation dans la classe, peut-être pas. Puis, parfois, on aime mieux qu'ils n'en parlent pas parce que ça va nuire, tu sais, d'aller à la fine pointe de... Fait que moi, je suis plus maintenant dans l'optique de posture professionnelle des gens à l'école que de leur demander de passer des notions en alimentation. Déjà, si on a la... Parce qu'en ce moment, tu sais, moi, dans le fond, c'est ça que j'ai à dire et que je constate, c'est qu'on n'a même pas la base, on n'a même pas le contexte minimum de repas, on n'a même pas la posture professionnelle. Fait qu'avant de parler de fibres, d'oméga 3 ou de chaîne tétro, moi, je veux que ça soit le minimum de base qui soit là. Ce que Jean-Claude disait, c'était intéressant. Puis c'est la ligne qui est difficile à franchir parce que dans toutes nos politiques publiques, on ne va pas dire aux parents quoi faire. Puis même dans la politique, dans les révisions de la politique cadre, c'est clairement un champ de compétences qui est aux parents, la boîte à lunch. Mais on peut passer par l'enfant sans rendre le parent inconfortable ou ciblé. Un peu comme le recyclage. Si le recyclage a commencé des années 80 dans les écoles, ça s'est rendu à la maison. Fait qu'il n'y aura pas de... Puis même nous, on va pas défendre ou on va pas aller... on va pas cautionner un comité de parents ou un parent qui va dire, ben moi, je veux qu'il n'y ait plus de jus dans les boîtes à lunch des élèves. On n'a pas de droit de regard là-dessus. Le droit de regard qu'on a, parce qu'en premier, il faut se regarder soi-même. Puis ça, il y a plein d'écoles qui sont incohérentes, qui interdisent les chocolats, qui interdisent puis offrent de la barbe à papa, puis des Mr. Freeze à la fin de l'année. Fait que ça, nous, c'est notre travail d'assurer cette cohérence-là. Ben, dis pas aux parents quoi faire si toi, tu le fais même pas de ton côté. Fait que premièrement, on s'assure que qu'est-ce qui est donné et vendu à l'école est conforme avec le moins d'aliments transformés possible. Puis la posture professionnelle de la secrétaire, du concierge, de la direction, de l'enseignant, du psycho-aide est selon les bonnes pratiques. On n'a pas ça en ce moment. Ça, dans la pyramide, je pense que c'est la base qu'il faut avoir avant d'espérer solutionner d'autres situations. Parce que c'est vraiment pas acquis, là. Juste les récompenses alimentaires, c'est un cheval de bataille. Les gens en éducation, ils ne le voient pas du tout, du tout, du tout. Fait que moi, je suis beaucoup plus dans qu'est-ce que je peux mettre en place comme conditions organisationnelles pour m'assurer que les adultes offrent un environnement alimentaire scolaire favorable. Avant de dire aux parents quoi faire, puis avant d'exiger des affaires de l'externe, non, non, regarde toi, puis toi, ce que tu offres, bien là, c'est pas très, très sensé. Puis oui, Mélanie, tu as raison. Moi, je suis sur le comité de rédaction de la politique. Les balises vont être beaucoup plus claires, beaucoup plus... puis même, ça a été une espèce de questionnement jusqu'où on va. Parce qu'il faut que ça soit réaliste avec le marché québécois aussi. Mais l'ancienne politique, il fallait comme se doter d'une politique après ça dans chaque centre de service. Mais l'objectif actuellement, c'est que la nouvelle politique va pouvoir être prise par un fournisseur puis appliquée parce qu'il va avoir suffisamment de lignes directrices. Puis il va aussi avoir des outils pour chaque rôle, si tu veux. Puis l'affaire qui est difficile avec la réalité montréalaise, parce que c'est le volume. Hier, il y avait une rencontre entre tous les représentants qui s'occupent des dossiers alimentaires avec Marie-Pierre au ministère sur la mesure d'aide alimentaire. Il faut se dire qu'au secondaire, on n'en a pas trop de problèmes d'approvisionnement, de distribution. C'est géré par une cafétéria, que ce soit en autogestion ou privée. Ça se fait. Ou un café étudiant. Le problème, c'est au primaire. Au primaire, on n'a pas de cuisine, on n'a pas de personnel. Puis, ben, il y a une loi au Québec qu'il faut respecter. Fait que si on achète... Fait que c'est pas juste le côté approvisionnement de fruits et légumes. C'est qu'on est pris dans nos propres
dédale bureaucratique et administratif d'aller en appel d'offres pour un montant dérisoire avec le prix des aliments en ce moment. Fait que moi, je suis très... je pose des questions de mon côté, je parle puis à Marguerite Bourgeon, on est gros, mais on est quand même... On a facilement accès aux personnes clés, puis on tourne en rond un peu dans cette discussion-là. Fait que je pense que même, les centres de services le voient bien, les directions, comment ils gèrent cet approvisionnement-là, comment ils gèrent la distribution d'aliments quand ils sont laissés à eux-mêmes. On n'a même pas de portrait très clair par rapport à ça. Fait que, il y a deux mondes, hein, en milieu scolaire. Il y a le primaire puis il y a le secondaire. Fait que c'est sûr que quand on parle d'environnement puis de ce qui est offert et donné, on n'a pas de contrôle ou beaucoup moins sur ce qui se fait au primaire. Alors qu'au secondaire, que ce soit Juliana ou la gang de Montréal, il y a des contrats, on fait des visites, on s'assure que ce qui est offert est selon ce qu'on a exigé dans nos contrats ou dans nos spécifications nutritionnelles. Mais au primaire, who knows? Who knows qu'est-ce qui se fait? On ne sait pas. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'il y a cette distinction-là à faire. Puis c'est ça, en ce moment, c'est des bras qui manquent parce que ce qu'on peut envoyer dans les écoles, c'est des pommes, des bananes, des poires. Tu sais, je veux dire, c'est pas vrai qu'il y a deux petites madames bénévoles qui vont aller couper les ananas. Non, c'est pas vrai. Tu sais, pas sur tout le volume des écoles. Fait que, tu sais, il y a des interventions qui sont faites dans des écoles ici et là, mais il faut aussi penser à est-ce que c'est reproductible dans la masse de nos écoles, selon la clientèle, selon le personnel. Fait que, c'est pour ça que j'aime mieux, moi, y aller avec la posture professionnelle pour commencer, parce que ça, pour moi, c'est réplicable, puis tout le monde devrait le comprendre, puis appliquer les bonnes pratiques. Mais tu sais, ça fait... On n'y arrive pas, là, puis on est là-dessus. C'est ça l'enjeu, le contexte dans lequel l'enfant évolue à l'école au niveau alimentaire. En ce moment, il n'est pas favorable dans beaucoup d'écoles. Puis c'est parce que les adultes, pas par mauvaise volonté, mais ils font juste pas penser à les gestes qu'ils posent au quotidien. Peu importe le contenu de la boîte à lunch, là, je suis même pas là. Je suis vraiment juste à qu'est-ce qu'on transmet comme message, quel type de relation on laisse développer aux enfants. Tu sais, quand tu dis, c'est la question chocolat, si tu as une bonne réponse, tu vas avoir un chocolat. Tu sais, imaginez la relation qu'on développe là, avec les aliments. Fait qu'on part de loin par rapport à ça. Fait que c'est pour ça que moi, je suis beaucoup plus dans ça, les besoins de base, avant d'aller dans les trucs qui sont raffinés, puis que là, c'est quand on va voir les autres concepts qui vont être acquis puis qui vont être implantés, que là, je vais être à l'aise d'aller plus loin. Oui, ça fait du sens, effectivement, le manque de main-d'œuvre. Puis de bâtir sur des bonnes bases, comment les bases sont différentes dans chaque école, chaque centre de service scolaire. J'espère que... je pense beaucoup à la commune assiette, en fait, parce que ce que Lynn et Dominique et d'autres personnes là-bas ont bâti, c'est comme un changement de mentalité. Je pense de voir comme, wow, on n'est pas seul comme centre. Par exemple, c'est une CIUS qui travaille en commune assiette. Il y a d'autres CIUS à travers le Québec aussi qui font ça. Donc, ça donne un peu plus de comme, motivation aussi. OK, c'est noté. À Sibim, je pense que vous voulez parler aussi. Oui, merci. Je vais rejoindre un petit peu tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Effectivement, les fameux appels d'offres. Les fameux appels d'offres qui doivent être faits pour faire rentrer en fait les ingrédients à l'intérieur des centres de services scolaires. C'est extrêmement compliqué. Puis je siège moi-même en fait à Commune Assiette et je vous dirais qu'ils font, malgré les solutions qui sont apportées, malgré les consultations qu'on fait en fait, et on fait face aux mêmes problématiques en fait. C'est que c'est extrêmement complexe de pouvoir faire rentrer des produits quand on doit faire appel à faire travailler suite à un appel d'offres. Je vous dis ça parallèlement. Jean-Claude, en fait, je vous ai écouté parler. Moi, je suis membre parent, en fait, du comité de parents du centre de service. Je suis à l'exécutif. Puis l'année dernière, ou à l'automne dernier, en fait,
Il y a un sous-comité justement sur la saine alimentation qui a été créé à la demande des parents dans le comité de parents. Donc ça répondrait à votre question. Je pense qu'il y a une volonté des parents, mais non seulement il y a une volonté, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que comment Montréal, c'est une ville multiculturelle. Donc il faut rester aussi prudent par rapport à ça. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc effectivement, puis là on parle des écoles. Je ne parle pas des boîtes à lunch où ça appartient à chacun. Après, j'ai entendu parler d'éducation dans les écoles et tout ça. On le sait tous, l'éducation ne veut pas s'occuper de ce domaine-là. C'est du pas dans ma cour, j'en veux pas. Puis si on parle d'éducation dans les écoles, en fait, faut parler d'éducation gastronomique multiculturelle aussi. Donc, ça devient beaucoup plus complexe à gérer pour les enseignants. Quand est-ce qu'ils vont intégrer ça à l'intérieur des cours? Mais je trouve ça intéressant en fait que des organismes et tout ça puissent le faire et tout ça. Et une éducation qu'on peut avoir à l'école ne correspond pas spécialement non plus à une éducation que vous pouvez avoir à la maison, dans le sens où certains parents en fait vont prendre un yogourt et puis qu'il est arrivé de date, ils vont directement le jeter à la poubelle, alors que d'autres en fait vont arriver avec des yogourts qui sont périmés de une semaine voire plus. Donc, c'est toujours un petit peu complexe pour surfer. J'ai entendu aussi parler d'approvisionnement, l'approvisionnement à Montréal. Mon Dieu, Montréal, c'est déjà difficile de circuler sans camion pour approvisionner les institutions scolaires. Mais il y a des solutions qui sont possibles. Il y a de la mutualisation qui est possible en fait pour ce genre de choses. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de législation, il y a beaucoup de travaux à faire autour de cette législation. Je pense qu'il faut aussi trouver les petites craques, en fait, où on est capable de passer pour pouvoir justement intégrer une alimentation saine. Puis on parle beaucoup de fruits, de légumes. Je sais qu'on fait plaisir à Marie en parlant de tout ça, mais l'alimentation saine en général, dans l'école où je suis, les enfants, en fait, c'est une école secondaire, bon, c'est une petite école, hein, c'est une école secondaire. Les enfants du secondaire, en fait, avaient demandé de vendre des collations à profit, en fait, pour financer leur balle de finissant. Donc, ils s'étaient dit, OK, on va aller chercher des collations à droite ou à gauche mais ils peuvent même pas, en fait, faire rentrer des collations pour les vendre à profit, dans le sens aller chez un supermarché ou aller chez IGA puis acheter un gros paquet de collations et puis les vendre à profit pour ce genre de choses. Ils sont obligés de passer par le centre de service. Donc évidemment, tout est tombé à plat parce que la démarche est beaucoup trop grande pour des jeunes ados. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de points. Il va falloir y aller par catégorie, puis d'être capable de passer au travers justement la législation pour pouvoir aboutir à quelque chose derrière tout ça. Merci. Annie, veux-tu réagir dessus ou parler de quelque chose d'autre aussi? Oui, ben, je voulais juste en fait compléter un petit peu Anne-Marie, mais je vais le faire de façon brève. Tu sais, moi, dans le fond, ça fait à peu près 2 ans et demi là, que je suis nutritionniste au centre de service scolaire. Puis, j'essaie, tu sais, ma vision de l'éducation en nutrition en milieu scolaire a beaucoup évolué avec les expériences que j'ai eues. Je pense que c'est possible oui, la posture. Je pense que c'est possible aussi tranquillement de quand même travailler l'éducation. Je pense que tu comprends ce que je veux dire, Anne-Marie, quand on veut aller dans les écoles où on fait des projets, il faut absolument que ça soit relié avec le programme de formation de l'école. Il ne faut pas que les enseignants voient ça comme un plus ou un nice to have parce que là, ça ne fonctionne pas. On fait des actions qui sont comme puis, des fois, quand on a fait des projets dans des classes où que ça soit multidisciplinaire, tu sais, moi, je l'ai fait avec les conseillers pédagogiques de sciences, avec les conseillers pédagogiques de présco. Et là, ils sont capables de vraiment cibler qu'est-ce qui va fonctionner. Tu sais, comme en présco, ben, on va peut-être faire juste un abécédaire avec les lettres. On va parler des aliments de cette façon-là. Je leur dis toujours de pas on ne parle pas des bons, des mauvais aliments. On va l'intégrer, la notion d'alimentation. Ça va être plus comme le thème de la discussion, les amener à parler de différentes choses. Puis, tu sais, moi, j'avais nommé aussi à Anne-Marie
il y a beaucoup de concours, d'offres, de trucs qui sont offerts au milieu scolaire. Puis des fois, ben, justement, le milieu scolaire ne va pas accrocher parce que ils vont le voir comme c'est comme quelque chose de plus à faire. Ils n'auront pas nécessairement le temps. Fait que des fois, aussi, je pense que ça serait un moment, là, je pense, dans le comité, quand on a des organismes autour de nous qui veulent dire, ben, ou toutes sortes de partenaires qui veulent dire, ben, je voudrais vraiment suggérer une activité où on a un montant, ben, peut-être d'ajouter la twist du milieu scolaire pour que ça puisse être fonctionnel pour eux, puis qu'on puisse justement développer la littératie. Fait que je sais que je parle beaucoup, mais je voulais juste au moins compléter la façon que je le vois maintenant, là, faut vraiment que ça soit intégré. Puis il y a actuellement un plan de rattrapage scolaire. Ils ont vraiment, tu sais, plusieurs enjeux. On a beaucoup, nous, à Montréal, d'enjeux avec l'accueil des nouveaux arrivants. On a de l'insécurité alimentaire. Ils n'ont pas de repas dans leur boîte à lunch. Donc, c'est sûr que les directions, ils vont traiter de ça avant de traiter de l'éducation en nutrition. De là, de dire qu'il faut que ça soit vraiment plus intégré de différentes façons. Donc, c'est tout. Merci, Annie. Maude? Oui, je voulais rebondir sur ce qui a été dit, enfin, différentes choses. Je pense qu'on aurait vraiment intérêt à s'inspirer de ce qui existe déjà, comme par exemple le commentaire qui a été dit sur les élèves d'école secondaire là, qui avaient voulu payer des collations et tout ça pour leur bal de finissance. C'est des choses qui, quand même, enfin, moi, j'accompagne des écoles dans différents projets, notamment des projets qui sont financés par M361. Donc, en fait, c'est via le gouvernement du Québec, des écoles qui obtiennent des financements pour mettre en place des projets en alimentation scolaire. Et il y a des écoles qui arrivent à faire ça, là, à financer, à s'auto-financer dans des projets. Donc, ce serait intéressant, à mon sens, de voir comment elles font, en fait, ces écoles-là, comment ça fonctionne. Il y a aussi beaucoup de diversité dans le choix d'enregistrer des producteurs ou d'enregistrer des entreprises au sein des commissions scolaires. C'est très diversifié de façon générale au Québec, la façon dont fonctionnent les commissions scolaires, enfin les centres de services scolaires, pardon. Donc ça, ce serait aussi, à mon avis, intéressant d'essayer de voir un peu comment ça se passe et comment font les établissements qui arrivent à avoir une littératie alimentaire, qui arrivent à mettre en place des ateliers. Donc ça, c'est la première chose dont je voulais parler. Et puis, la deuxième chose, c'était... j'ai oublié. Donc, si jamais ça me revient, je vous redis. Mais en tout cas, c'est ça. L'idée de vraiment partir de ce qui existe déjà, je pense que c'est un point qu'on pourrait, dont on pourrait vraiment parler dans le cadre de ce comité-là. Je reprendrai la parole tout à l'heure si ça me revient, ma seconde idée. Merci. Il n'y a pas de problème, Maude. Jean-Claude? Oui, je m'excuse, je parle beaucoup là, mais c'est trop intéressant. Je voulais juste faire un commentaire sur. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Anne-Marie Boulet a dit. Je pense qu'on n'a pas besoin de parler de nutrition d'emblée. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on met en valeur l'alimentation et la cuisine parce que nos jeunes sont tellement influencés par la publicité. Donc, moi, je verrais d'abord, l'objectif, ce serait de faire en sorte que les jeunes tombent en amour avec les aliments et la cuisine et de travailler sur la posture professionnelle. Pour moi, c'est tout à fait logique pour que les professeurs, le personnel puissent inspirer les jeunes. Donc, sans leur dire quoi manger, de leur donner des leçons, mais d'être des modèles comme les parents à la maison pour qu'ils s'intéressent à l'alimentation. Je pense que nos jeunes sont, puis les adultes aussi, on est vraiment déconnectés de l'alimentation. Il faut développer des relations. Donc, des relations avec le territoire, avec les producteurs, avec les transformateurs, avec des gens. Et l'alimentation, c'est quelque chose qui vient par la suite, mais d'abord de développer des relations, puis de travailler sur l'amour avec les aliments, le territoire. Je pense que c'est une bonne façon d'impliquer les jeunes là-dedans. Puis dernière chose, moi, je ne suis pas d'accord sur le fait que, disons, la boîte à lunch, c'est une question de liberté personnelle. Je pense que c'est un grand piège du capitalisme moderne. Moi, quand ma fille à l'école arrive avec ses collations saines, ben, elle est confrontée à 10 collations malsaines. Ce que le parent met dans sa boîte à lunch, ça influence ce que ma fille désire par la suite. Donc, je pense qu'il faut reconnaître qu'on est tous responsables de tous. Et si on veut un programme scolaire, il
faut changer de mentalité puis accepter que les intérêts collectifs doivent être mis au-delà des intérêts personnels. Je sais que c'est gros, mais c'est le piège du capitalisme de nous inviter à penser à chacun pour soi, puis on se confronte au lieu de développer des relations. Fait que moi, je dirais plutôt vers développer des relations harmonieuses avec l'environnement, le territoire, avec la cuisine, pour que le jeune s'intéresse et plutôt que de donner des leçons. Donc, en tout cas, j'appuie ce que Marie a dit, puis je voulais juste rajouter cela. Merci. Oui, 100% de développer une approche holistique. Pas seulement les élèves, mais la communauté des élèves, la communauté autour, les familles aussi. C'est un très bon point. Je vais retourner au sujet. Il n'y a pas tout le monde qui a voté, qui est correct. Mais donc, je ne sais pas si vous avez joint récemment. On a fait un petit sondage dans le Zoom des sujets desquels on peut parler dans les prochaines rencontres. On vise 3-4 rencontres par année. Donc, on veut que chaque rencontre ait un sujet prédéfini. Comme ça, si vous êtes intéressé par ce sujet, vous pouvez participer. Si c'est moins votre enjeu, vous pouvez attendre pour la prochaine rencontre. De ce que je vois dans le sondage, donc je vais le fermer. Non, peut-être ça va. Est-ce que ça. Vous voyez aussi les résultats? Voyez-vous les résultats du sondage? Non. OK, je vais juste vous dire à voix haute. Celui que le plus de personnes ont sélectionné, c'est la littératie alimentaire. Donc, c'est ça qui sort beaucoup dans nos discussions aussi. Après, il y a aussi des personnes qui sont intéressées à parler sur le financement. Après ça, il y a 3 autres sujets qui sont au même niveau de popularité. C'est l'alimentation pendant une période estivale, l'approvisionnement et l'insécurité alimentaire. Donc, ça, c'est vraiment votre espace à vous. Je suis juste la modératrice presque. Donc, je propose de commencer avec la littératie alimentaire pour la prochaine rencontre, peut-être en mars à peu près, puis de suivre avec une dernière rencontre avant la fin de l'année. Qu'est-ce que vous pensez de parler de la littératie alimentaire pour une prochaine rencontre? Ça, c'est de manière informelle, de plus comme ça. Si vous n'êtes pas down, vous pouvez faire ça comme le style de Nero. D'accord. Super, je vais proposer ça pour le prochain sujet. Après, en mai aussi, la fin de mai, le 29, le Conseil SAM planifie une conférence, en fait, pour tous nos partenaires. Ça pourrait être un moment pour nous de se voir en personne et parler de quelque chose comme le financement ou un des autres sujets, peut-être l'alimentation estivale. C'est un peu tard, là. Rendu là, je comprends que c'est la fin de l'année déjà, mais c'est peut-être avec une plus belle température, ça va nous donner envie d'en parler aussi. Donc, on n'a pas encore annoncé, mais je vais mettre ça dans le clavardage. C'est le forum SAM, 29 mai. De garder la date, on a réservé le BANQ, ça va être à Montréal, puis on va envoyer plus d'informations plus tard. C'est le moment pour nous de se voir en personne. OK, donc maintenant qu'on a choisi quelques sujets, puis ils ne sont pas fixes, on peut toujours les changer, bien sûr. Pardon, Sybille, voulez-vous dire quelque chose? Oui, s'il vous plaît, excusez-moi. Pensez-vous possible, en fait, d'envoyer les alertes agenda dès que possible, en fait, justement pour ces rencontres-là, afin qu'elles soient planifiées dans nos agendas? Parce que, comme vous le disiez, en début de réunion, on est tous bien chargés. Et puis, en fait, ça nous permet justement de pouvoir s'impliquer si ce n'est pas la dernière minute. Je vous remercie. Oui, bien sûr. Pas de problème. OK, je vais retourner dans la présentation. Donnez juste un instant. OK, voilà. Donc là, on va parler d'autres nouvelles. En ce moment, il y a plusieurs d'entre vous qui travaillent sur la consultation sur le prochain budget provincial pour le Québec. Donc, ça, c'est dans le cadre de consultation pré-budgétaire du ministère des Finances. Donc, le chantier PASUC, le chantier dont vous faites partie, plusieurs d'entre vous, vont déposer une soumission cette semaine. Donc, gardez vos yeux ouverts pour ça. Ça va être publié d'ici jeudi ou vendredi. Je n'ai pas encore une copie. Mais le Collectif Québec a aussi fait une soumission et vous pouvez aussi le partager si vous souhaitez par le 2 février. Dani, veux-tu parler un peu plus de ça? Oui, certain. En fait, mais comme il y en a peut-être dans le groupe qui le font, il y a toujours un processus de consultation pré-budgétaire à chaque année au niveau de la province et aussi au niveau fédéral. Le collectif québécois dépose toujours ça va être la 3e fois qu'on dépose un mémoire pré-budgétaire pour nommer certaines recommandations
qui sont apparus à nous à travers le réseau, à travers les membres, à travers notre travail au niveau de l'alimentation scolaire. Cette année, on a collaboré grandement avec les choses qui sont sorties durant le projet du chantier, donc avec les démarches du chantier, avec les recherches qui ont été faites, avec toutes les consultations, mobilisations qui ont été faites. Donc, je ne sais pas si ça va être partagé après, mais je pense que Rachel, tu l'as, le nôtre, ça peut être partagé après. Puis, dans le fond, la date limite pour déposer un mémoire, c'est vendredi. Donc, c'est un peu rapide pour si vous pensiez en faire un de votre côté, mais on invite ceux qui veulent appuyer nos recommandations, appuyer la demande au gouvernement de s'engager à mettre en place un programme d'alimentation scolaire. Vous pouvez toujours déposer notre soumission et dire que vous appuyez notre soumission au nom de votre organisation. Et je vais vous mettre le courriel ou déposer une soumission si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Et ceux qui sont membres du collectif québécois, ben, vous aurez des nouvelles également par rapport à ça sûrement demain. Marie, est-ce que tu avais une question par rapport à ça ou commentaire? Non, ce que c'était pas par rapport à ce que Dani disait, c'est que moi, j'ai une nouvelle patronne, puis quand on parle de nos dossiers ou de nos préoccupations, pour qu'on ait une écoute, elle nous revient souvent avec la priorité des écoles. Fait que là, je ne sais pas, Rachel, si ça pourrait être Je pense qu'il faudrait voir les plans d'engagement vers la réussite des 5 centres de services, 3 francophones, 2 anglophones, de voir c'est quoi les objectifs. Je ne connais pas les autres, mais Marguerite Bourgeon a mis la santé et le bien-être en premier. Fait que pour moi, c'est une condition organisationnelle favorable. Parce que là, je peux dire, hey, écoutez, vous l'avez mis dans le PEVA. Mais reste un plan d'engagement vers la réussite, c'est des notions de diplomation. Fait il faut trouver le langage scolaire qui est utilisé dans ces plans-là, puis le prendre à notre faveur, dire, OK, à Montréal, c'est ça la couleur qu'ils ont décidé de donner les centres de services. Puis ça, c'est comme un contrat entre le gouvernement et les centres de services. On s'engage comme un plan stratégique. On s'engage à faire ça pour les 3 prochaines années. Fait que si nos attentes, puis il faut trouver une façon de rentrer là-dedans. Nous, ça nous aide aussi à l'interne de dire, bien, écoutez, c'est ça qu'on s'est mis comme objectif. Donc, mais c'est souvent des pourcentages de réussite parce que c'est ça l'enjeu. Fait que c'est pour ça qu'il faut aussi voir. Fait que ça serait, je sais pas, ça serait bien de voir les top priorités dans les plans d'engagement vers la réussite des 5 centres de sont tous disponibles en ligne là, sur les sites web des centres de services des commissions scolaires. Mais pour voir c'est quoi que les centres de services veulent faire dans les 3 prochaines années. Puis si c'est d'augmenter le taux de diplomation de 70% en maths, je dis n'importe quoi, OK, comment nous on peut faire pour les aider par rapport à ça au niveau de la saine alimentation à l'école. Fait qu'il faut comme trouver notre faut faire les liens pour eux. Leur dire ça va contribuer à ça, ça va être une porte d'entrée aussi pour convaincre les gens, tu sais. Ils sont convaincus, mais pas tous. Oui, pour donner un poids de plus à l'argumentation, ouais, c'est un très bon point. Pour l'attacher à des objectifs clairs, parler le langage, ouais, ça résonne beaucoup avec moi. En parlant de ça, en fait, donc moi, je suis à l'extérieur de milieu scolaire, évidemment, en travaillant avec les conseillers SAM. En plus, je n'ai pas d'enfants, donc je n'ai pas beaucoup de contact avec le milieu scolaire de mes quotidiens. Mais si vous connaissez quelqu'un au centre de service scolaire ou commission scolaire qui ne sont pas encore présents, je vous invite de soit leur inviter à venir rencontre ou passer le contact à moi. On a déjà parlé, par exemple, avec le centre de service scolaire de Pointe-de-l'Île. On n'a pas encore une réponse, on n'a pas eu de réponse. Donc, si les autres nutritionnistes ou d'autres personnes ont la chance de parler avec eux, s'il vous plaît, les inviter à me contacter aussi. Retournons à la soumission prébudgétaire de Dani. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Puis Dani, oui, vas-y. Ah, non, c'était quoi ta question, excuse? Sais-tu quand le gouvernement compte donner une réponse ou déposer le budget, en fait?
Au niveau du provincial, je ne sais pas exactement ça va être quand. Je sais qu'au fédéral, c'est dans les débuts mars, c'est plutôt qu'à l'habitude, mais d'habitude, ça se passe toujours autour de mars, fin février, mars. Mais on n'a pas la date exacte. Ouais. D'accord. OK, pas de Puis juste problème. pour votre information aussi, en gros, nos demandes, tu sais, s'appuient sur les recommandations du chantier, puis c'est assez, tu sais, ça reste assez vague, c'est pas des demandes très précises, on n'a pas de demande monétaire spécifiquement parce qu'on n'est pas rendu là à faire, on n'a pas à faire des calculs précis parce que notre objectif avec le chantier, en ce moment, c'est vraiment que le gouvernement s'engage, soit prêt à s'asseoir à la table avec nous pour collaborer, pour avancer vers un programme d'alimentation scolaire au Québec. Et si ça vous intéresse de savoir qu'est-ce qui en est ressorti du chantier, je vais vous mettre dans le lien le rapport état des lieux avec, à la fin, on a des recommandations sur comment on imagine un programme d'alimentation scolaire. Je l'ai mis dans le chat. Euh, mais dans le fond, c'est ça, c'est que on veut vraiment qu'ils s'assoient à la table avec nous. Fait que la première recommandation, c'est qu'ils s'engagent à mettre un programme d'alimentation scolaire ou à travailler vers l'élaboration. La deuxième, c'est vraiment qui alloue les sommes nécessaires pour mettre sur pied un comité de travail interministériel parce qu'on le sait, il y a plus que le ministère de l'Éducation qui travaille là-dessus. On a la santé, le MAPAC, le ministère du Travail et Emploi, le ministère de la Famille. Donc, il y a plusieurs sources de financement qui viennent de partout. Donc, on souhaite vraiment que ça soit quelque chose qui soit regardé de manière multisectorielle, intersectorielle. Donc, on souhaite qu'il y ait un comité qui soit créé avec des représentants des différents ministères, des experts en alimentation scolaire, des acteurs de la société civile, des gens des milieux scolaires, évidemment. On ne peut pas faire ça sans impliquer le milieu scolaire. Ensuite, au niveau du collectif québécois, en plus des recommandations du chantier, on recommande, puis ça, vous pourrez aller lire les explications, puis n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus. On recommande qu'on uniformise et on améliore la qualité de l'encadrement des élèves lors des repas et des collations en un seul service. Parce qu'en ce moment, c'est quelque chose qu'on n'a pas discuté, mais les services de garde versus surveillance du midi, c'est quelque chose qu'on trouve qui devrait être retravaillé, revu. On a entendu beaucoup de difficultés, de doutes par rapport à ça, d'enjeux. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis dans nos recommandations. Et ensuite, assurer que tous les centres de services scolaires soient comme ceux de l'île de Montréal et aient la chance d'avoir une ressource humaine experte. On a mis experte en alimentation, on n'a pas mis de titre spécifique qui soit embauché à l'intérieur du centre de services scolaires pour venir accompagner les écoles, appuyer éventuellement une opérationnalisation ou une mise en place de programmes d'alimentation scolaire. Donc, on a mis ça dans notre recommandation, dans nos 4 recommandations. Je vous invite à aller lire notre mise en contexte et notre description de ces recommandations-là davantage. Puis, si jamais il y a quelque chose que on a oublié, on n'a pas dit, on a dit de manière un peu croche, je vous invite à nous faire part. C'est quelque chose qu'on a construit ensemble avec des acteurs autour de la table. Mais on sait qu'il y a toujours place à amélioration, puis c'est un document qui va nous suivre dans nos représentations au niveau du gouvernement durant l'année qui suit. Merci, Dani. Peux-tu mettre ton courrier dans le clavardage aussi? Ah oui, Merci. Maintenant, je vais inviter Lucie à parler d'un projet qui s'appelle Écolation. Lucie Lorrain. Oui, merci. Donc, je vais partager mon écran. Je vais mettre ça en mode diaporama. C'est bon? Donc, les présentations sont déjà faites. Je travaille au niveau de l'Association québécoise de la garde scolaire depuis 2017 sur différents projets en alimentation, dont le projet Collation que je vais vous parler là. J'ai été beaucoup interpellée par toute la question de la littératie alimentaire parce que j'ai travaillé sur un projet ensemble pour développer la littératie alimentaire des enfants financé par la Table québécoise Saine Alimentation. Et donc, bon, je ne suis pas là pour parler de ça, mais il y a le référent Éducamiam là, qui finalement a été travaillé en concertation avec le
les nutritionnistes au ministère de l'Éducation et Maude Perroux, d'ailleurs, là, je l'ai vu apparaître dans la conversation. Bon, je tenais quand même à le mentionner rapidement. Mais là, ce que je veux faire, c'est vous présenter rapidement le projet Collation, de où ça part, le mandat de la QGS pour le PAI2, donc le plan d'action interministériel associé à la PGPS. Bon, qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi les prochaines étapes là, pour ce projet-là? Je vais faire ça rapidement. Et puis, vous inviter par après, là, si vous voulez en savoir davantage. Donc, un petit rappel que c'était un projet pilote, Collation, qui était de 2017 à 2023, qui était financé par la PGPS et coordonné par la QGS. Il y a eu 6 régions de sélectionner pour mettre en œuvre le projet Collation. C'est un projet donc de distribution de fruits et de légumes frais. C'est principalement distribué en classe au niveau des écoles primaires et au niveau des écoles secondaires, c'est plus difficile de distribuer ça en classe, donc c'était davantage mis à la disposition des élèves là, pendant les pauses. Donc, 24 écoles de milieux défavorisés. Il y avait quand même 6 écoles secondaires pour ces 24 écoles-là. Près de 7000 élèves ont été rejoints à la dernière année, là, qui était en 2023, et 1 million de collations de fruits et légumes frais qui ont été distribués en 2023 au total. Donc, tout ça pour dire que le projet pilote, comme il était financé, clé en main, tout payé, toute dépense payée et toute gestion faite pour les écoles n'existe plus. Donc, dans le PAI2, finalement, ce qu'on a établi, c'est dans la mesure orientation 3, mesure 3.1, de continuer à diffuser les meilleures pratiques des collations. Donc, toujours avec les mêmes porteurs et collaborateurs. Les porteurs de ce projet-là, dans le PAI2, c'est le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé et des Services sociaux, et les collaborateurs, c'est le MAPAC et le ministère d'Emploi et Solidarité sociale. Maintenant, les principales actions qui vont s'en venir le 23-20-26, c'est jusqu'en 2026 parce qu'il y a un prolongement, parce qu'on a commencé en retard. La première, c'était de soutenir les écoles pilotes là, dans des stratégies pour pérenniser finalement le projet. Et la deuxième, c'est d'élaborer, déployer une stratégie visant à diffuser les meilleures pratiques pour offrir des collations de fruits et légumes en milieu scolaire. Puis bon, par différents outils, là. Je vais vous expliquer un petit peu comment on voit ça, qu'est-ce qui s'en vient. Donc, tout ça pour dire que dans la stratégie de pérennisation, on va contacter les écoles. Ça, je pourrais en dire plus en détail là, si on fait des rencontres plus personnalisées, mais grosso modo, parmi les 24 écoles, c'est 10 écoles qui poursuivent le projet, faute de financement adéquat. Donc, voilà. On comptait sur la mesure 15.012, mais cette mesure-là est insuffisante. Donc, tout ça pour dire, alors, mon ordinateur il est là. Bon. Oups, je suis allée trop vite. Bon, je ne rentrerai pas dans le détail, mais tout ça pour dire qu'on a eu à définir qu'est-ce qui était écolation, c'est quoi les principes de base d'un projet écolation pour dire que ça s'appelle écolation. Donc, on a ciblé les objectifs avec des indicateurs au niveau de l'offre de fruits et légumes frais, au niveau de l'éducation alimentaire et au niveau du développement durable. Tout ça basé sur l'expérience du projet pilote. Donc, ça, j'irai plus dans... Mais ces principes-là sont disponibles sur la page web, mais je pourrais, des collations, mais je pourrais aller plus loin éventuellement, là, si il y a des gens qui veulent en savoir davantage. Les outils disponibles, c'est que, bon, il y a eu la page web qui a été adaptée finalement au PAI2. Et on a ajouté des témoignages et des photos des collations en action, là, finalement, issues du projet pilote. Et en plus, il y a un guide pratique, en fait, un guide de mise en œuvre pour les collations, où on retrouve 18 outils et astuces pratiques
Puis bon, des étapes à suivre pour mettre en œuvre ce projet-là. Donc là, il n'est pas présentement sur nos pages web. Il est encore en processus de dernière validation. Puis ça, ben, vous savez comme moi, des fois, ça prend du temps. Puis là, ben, je vous présente rapidement l'offre de service de l'ArcGIS. On est rendu à mettre en œuvre les premières étapes là, de notre offre de service. Donc, la première étape, c'est de créer des occasions de réseautage et de mobilisation. Donc, c'est d'organiser des rencontres avec les partenaires par région. Et on peut y aller, nous autres, on a ciblé d'y aller vraiment par région, par exemple par centre de service scolaire, plutôt que d'y aller de façon trop large parce que les réalités sont trop différentes d'une région à l'autre, d'un centre de service scolaire à l'autre. Donc, on trouvait plus intéressant d'y aller de cette façon-là, de réunir tous les partenaires pertinents, je vais vous les montrer tout à l'heure. Mais l'idée, c'est de décrire le projet plus en détail, d'expliquer les coûts, puis de regarder un peu les différentes options de financement qu'on est en train de regarder. À partir des coûts que ça peut coûter, comment on peut mettre ça en œuvre dans les écoles, fournir les outils qui sont disponibles également, puis aider à réfléchir au sujet des écoles qui sont susceptibles de vouloir éclaration à partir des données que les écoles ont déjà. Notamment la mesure 15,12, les différentes réalités des écoles, les types de subventions qu'ils ont déjà, les fournisseurs, s'il y a lieu, là, déjà organisés dans certaines, je pense, certains centres de services scolaires à Montréal, bien, effectivement, ils ont déjà certaines structures en place. Donc, l'idée, c'est d'aller le plus possible avec ces structures-là, qui peuvent aussi être avec d'autres organisations similaires, comme qui offrent déjà des services alimentaires comme la cantine pour tous, le club des petits déjeuners, des choses comme ça. Donc, c'est évident que ces gens-là peuvent être interpellés à participer à ces rencontres-là pour venir réfléchir à comment tout ça peut se déployer. Oui, Anne-Marie, tu avais... Je voulais juste savoir, parce que tantôt tu disais que la mesure 15,012 n'était pas suffisante, mais as-tu, je sais que c'est pas facile peut-être de te demander ça là, mais on parle d'un budget moyen de combien pour une école? En fait, c'est On entre est-tu dans 20 le 000 à 40 25 000, 000. on est-tu dans le 40 000, on est-tu dans le On 10 est 000? entre 20 000 à 40 000. 20 000 petites écoles, 40 000 écoles secondaires, exemple. Là. Oui, c'est ça. Non, mais c'est correct, j'ai des écoles qui ont cet argent-là. Oui, et je dirais que si vous voulez faire un calcul rapide, là, nous autres, on avait calculé 80 sous par portion, par élève, mais ça, c'était un beau programme clé en main, all dress, qu'on peut dépenser pas mal comme on veut. Là. On peut ramener ça à 60 sous par portion. Ça nous Puis coûte dans ce 60, cas-là- nous autres, pour des fruits et des légumes. Comment? Ça nous coûte 60 par portion, par Ah, élève. ben, c'est pas, c'était ça qui avait été calculé. OK. Donc, il y a une certaine. C'est ça. Donc, tout ça est à regarder dans le détail, justement, d'où l'intérêt de se rencontrer puis vraiment d'essayer d'évaluer les différentes options. Donc, là, on est dans le premier niveau qui est les occasions de réseautage de mobilisation. On est à l'étape de vraiment les rencontrer, les partenaires, expliquer, discuter, voir les différentes faisabilités du projet. Comment est-ce qu'on peut collaborer au recrutement des écoles s'il y a lieu. Après ça, donc tout ça se fait en collaboration avec, évidemment, là, ceux qui sont responsables de ce dossier-là dans les écoles. Après ça, on veut soutenir les écoles dans la planification. Donc là, on est plus dans un niveau comité école, direction d'école. On essaie d'en réunir plusieurs qui ont le goût de démarrer le projet à une date, exemple, début d'année scolaire ou mi-année scolaire. Puis là, ben, on rencontre les intervenants, les partenaires impliqués. Puis, on présente les conditions de succès, le soutien qui est disponible, les coûts, le financement, les modèles d'opération pour les aider à choisir le type de modèle d'opération, toujours basé sur l'expérience du projet pilote, cibler les actions qu'on va prioriser là, pour planifier les différentes ressources qu'on a besoin. On remet le guide de mise en œuvre, malgré qu'il est déjà il va être disponible là, sur la page web, mais bon, on le monte puis on le remet. Puis évidemment qu'on va aider après ça la QGS aux besoins là, pour le modèle d'opération et tout ça, en collaboration avec les partenaires du milieu. Puis après, ben, on va offrir de soutenir les opérateurs dans la mise en œuvre. Donc, différentes rencontres. Ces rencontres-là, c'est toujours à peu près 1 heure et demie. Donc,
une formation de base pour expliquer là, aux opérateurs là, qui sont sur le terrain les étapes pour opérer collation, l'approvisionnement, les commandes, l'outil qu'on a pour les aider à commander, etc. Là, les fiches de fruits et légumes qui demandent le moins de main-d'œuvre possible, tout en gardant une certaine variété, etc. Donc, on présente ça à cette rencontre-là. Là, on laisse les gens partir le projet. Puis après, on est dans une étape de soutien, donc une rencontre où encore là, on amène les gens à venir discuter là, des enjeux qu'ils ont vécu entre eux. Puis nous, on est là pour donner ces solutions-là, puis éventuellement approfondir le volet développement durable. On le propose à la première rencontre, puis mais après, on les aide à approfondir davantage, là, à le mettre en place. Là, on le dit, mais des fois, ce n'est pas notre priorité première. Là, on veut opérer. Là, puis après, ben, on ose aller plus loin à ce niveau-là. Puis une troisième rencontre qui est sur le volet éducatif, donc associé avec les outils qui sont disponibles, qui ont été développés au cours des années, les collations, puis les différentes actions, les petits pas qu'ils peuvent faire là, pour mettre en place ce volet-là. Donc, oui, Marie. Si l'école n'est pas membre de la QGS? Aucun rapport. Aucun rapport. C'est un projet. Bonne réponse! Oui, donc c'est un projet qui est vraiment financé par la PGPS, donc on couvre tout le monde. Nous, pour ton info, là, puis je ne sais pas, les collègues, on n'a pas. Le mois de la nutrition est à nos portes. Puis vu qu'on est des nutritionnistes, on fait tout un petit quelque chose dans nos écoles. Puis nous, on a vraiment orienté tous nos services de garde vers les fiches et collations. Fait que là, on va voir quel sera le feedback. On leur a dit, c'est ça votre matériel qu'on vous propose. On n'a rien pondu pour vous. Il existe déjà des trucs en ligne. On ne va pas rien faire de plus. Fait que je trouve ça intéressant que tu en sois là parce que là, moi, je veux avoir un oui. On fait qu'on se vraiment parle. le feedback de ça, je serais très, très, très intéressée. Ouais. Non, mais même pour la pro, là, puis inciter les écoles à faire ce virage-là, oui, tout à fait. Donc, il y a différentes possibilités, effectivement. Donc, les prochaines étapes, on est rendu là. Donc, comme je vous le disais, c'est de créer des occasions de réseautage de mobilisation, planifier des rencontres avec les partenaires. Puis, je vous explique, là, c'est exemple, les responsables des dossiers en alimentation des centres de services scolaires, les répondantes nutrition et écoles en santé, là, dépendant de leur mandat des directions de santé publique. Les SHV, ça c'est souvent conseillé ça en exemple, là, qui peuvent être pertinents là, à comprendre puis à aider à trouver les différents fournisseurs. Les municipalités, les MRC aussi, là, parce qu'on souhaite inscrire tout ça dans un système justement d'approvisionnement des systèmes d'alimentation régionale et les organismes qui, des fois, peuvent être impliqués selon les modèles d'opération, parce que des fois, les collations sont préparées à même l'école, mais dans la moitié des cas, presque, c'était un organisme partenaire qui préparait ces collations-là. Donc, ça aussi, c'est quand même intéressant d'avoir des organismes là, qui peuvent opérer le projet, qui ont de l'intérêt. Et à long terme, voici où on en est également je dirais, dans les prochaines étapes pour planifier le long terme. C'est en fait de poursuivre la réflexion stratégique avec les porteurs, les ministères porteurs et collaborateurs des collations. C'est déjà cette conversation-là, elle est engagée, mais c'est d'assurer la faisabilité du projet à long terme. Notamment un financement qui est adéquat. Donc, de présenter les chiffres qu'on a reçus de la part des écoles de projet pilote, ce bilan-là, puis de voir comment est-ce qu'on va pouvoir mieux soutenir la mise en place du projet collation. Et je tiens quand même à le dire là, que j'ai eu quand même des échos que le ministère de l'Éducation était quand même très intéressé à déployer ça et à poursuivre dans cette option-là d'offre de collation de fruits et de légumes frais là, auprès des écoles. Donc, tout ça pour dire qu'on est 2 chargés de projet. N'hésitez pas à me contacter. Pour l'instant, j'y vais plus par opportunité. Il y a une occasion, vous dites, ben moi, je veux t'entendre, on est rendu là, parfait, contactez-moi. Moi, je suis dans le volet réseautage mobilisation. Ma collègue Emmanuelle Berthoud, qui était la chargée de projet des collations, elle est plus au niveau du soutien vraiment opérationnel.
Donc, elle va être plus dans les étapes opérationnelles rendues là. Mais donc, je vous invite à me contacter. Et à part après, bien sûr, là, je vais arrêter le partage d'écran. Je vais revenir si jamais il y a d'autres questions. Voilà. Donc, par la suite, ça va être éventuellement d'aller au-devant là, pour contacter les gens, mais dès que vous êtes prêts, on est là je suis là pour vous planifier des rencontres avec vos partenaires.